Bonjour à tous, j'espère que vos JFN se passent bien. Après les JFN 100% digital, nous voilà sur une version plutôt hybride. Nous sommes très heureux de vous accueillir à notre atelier live Comment ralentir l'apparition du diabète de type 2. Pour cela, nous accueillons notre intervenant, le docteur Marc Delière, médecin généraliste nutritionniste, pour parler de la prévention du diabète de type 2 chez un prédiabétique. Je tenais à le remercier tout particulièrement de se prêter à cet exercice afin de nous informer sur ce sujet d'envergure. Vous pouvez poser vos questions via le chat pendant la présentation, donc n'hésitez pas à les écrire. Je laisse maintenant la parole au docteur Marc Delière. Merci Audrey. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du prédiabète, de la prévention du diabète de type 2 chez un prédiabétique. On va voir les chiffres de santé publique qui concernent le diabète et le prédiabète. On va définir ce qu'est le prédiabète. On va voir les facteurs de risque, la physiopathologie du prédiabète, les balances nutritionnelles sur lesquelles on peut jouer pour traiter le prédiabète, et enfin les médicaments et la complémentation nutritionnelle. Alors le diabète, chacun sait que c'est une épidémie mondiale. Sur cette carte, on peut voir en zone rouge les pays qui sont le plus touchés, mais surtout savoir que même le diabète, dans un cas sur deux, n'est pas diagnostiqué au niveau mondial. Le diabète dans le monde, ça répond presque à une personne sur 10, donc c'est énorme. Et on a une augmentation prévue entre 2017 et 2045 de 240 millions de personnes, ce qui est monumental. Les complications majeures du diabète, tout le monde les connaît. On a les complications ophtalmologiques, rétinopathie diabétique, cataracte, etc. On a bien sûr les troubles, les maladies cardiovasculaires, micro et macrovasculaires. On a l'atteinte rénale avec la néphropathie diabétique. Et on a des atteintes neurologiques qui se traduisent parfois, notamment par le pied diabétique. Alors, bonne nouvelle, le diabète de type 2 ne survient pas de nulle part. C'est pas Deus ex machina. On a un peu de temps quand même pour voir un certain nombre d'années pour éviter ce passage au diabète de type 2. Et cette période-là, qui correspond à un dérèglement glycémique sans être un diabète, s'appelle le prédiabète. D'où l'importance de savoir dépister le prédiabète, car il est réversible à l'aide de mesures d'hygiène notamment. Alors, les chiffres maintenant au niveau du prédiabète, eh bien là, c'est un peu moins que pour le diabète. C'est un adulte sur 13, mais ça reste quand même énorme. Et toutes ces personnes-là sont bien sûr à haut risque de développer un diabète de type 2. Le prédiabète se transforme en diabète en fait dans 80% des cas sur une période de 5 à 10 ans. Le diabète dans le monde, mais là pareil, entre 2019 et 2045, les projections sont d'une augmentation de 175 millions, ce qui là encore est colossal. Alors, quels sont les principaux facteurs de risque du prédiabète? Eh bien, en numéro 1, c'est le surpoids, voire l'obésité, avec notamment cette notion de graisse abdominale sur laquelle on va revenir. L'âge, qui est un facteur de risque qui va en augmentation à partir de 40 ans. Des facteurs génétiques, que ce soit au niveau des populations ou au niveau familial,
quand un parent est touché, on a plus de chances de faire un prédiabète. Et l'épigénétique, qui là dépend plus de facteurs environnementaux. Enfin, l'hypertension augmente aussi le risque de prédiabète. Alors l'obésité, c'est fondamental. C'est pour ça qu'il faut toujours calculer l'IMC de nos patients, même si des visu, on se rend compte si le patient est en surpoids et encore plus en obésité. Un petit mot sur le syndrome métabolique qui est très très important dans le cadre du prédiabète et du diabète de type 2, car souvent il y est associé. On a des critères maintenant bien définis sur le syndrome métabolique, une obésité abdominale, là on voit le monsieur qui a un périmètre abdominal important. On retrouve une hypertension artérielle, on a vu tout à l'heure le risque, facteur de risque au niveau du prédiabète. On retrouve une dyslipidémie, les triglycérides et le cholestérol, HDL, LDL, ont des perturbations. Et enfin, une hyperglycémie. Alors, la définition du prédiabète, c'est quoi? C'est retrouver dans une prise de sang une glycémie supérieure à 1,10 g par litre. Une hémoglobine glyquée, je vous rappelle que c'est un marqueur important des complications éventuelles du diabète. Donc une hémoglobine glyquée dans une fourchette de 6 à 6,4%. Et en sachant qu'1 % de plus d'hémoglobine glyquée représente en fait une augmentation moyenne de la glycémie de 0,30 g par litre. Et quand on a ça, on a un risque élevé d'apparition du diabète de type 2, avec bien sûr tout le cortège de complications de maladies cardiovasculaires, de néphropathie, de neuropathie des petites fibres et de rétinopathie diabétique. Alors les Américains sont encore plus sévères. L'ADA, l'American Diabetes Association, elle abaisse le seuil de la glycémie à 1 g par litre, donc au lieu des 1,10 g, et l'hémoglobine glyquée, au lieu de 6, passe à 5,7%, tout en restant encore à 6,4% sur la fourchette supérieure. On a aussi les tests de tolérance au glucose, avec une fourchette entre 1,40 et 1,99 g par litre. Alors la physiopathologie maintenant du prédiabète est très similaire à celle du diabète de type 2. Alors, très précocement, on a une résistance à l'insuline, avec des récepteurs, une résistance au niveau des récepteurs au niveau de l'insuline, et une insuffisance, d'abord d'ailleurs, une hypersécrétion au tout début d'insuline, et puis une diminution de cette insuline, une diminution de la sécrétion d'insuline par les cellules bêta. Dans le prédiabète, il n'y a plus les oscillations rapides de la sécrétion d'insuline, et l'amplitude des oscillations est diminuée. Or, l'on sait que l'insuline, administrée notamment de manière pulsatile, comme à l'état physiologique, a des effets hypoglycémiants plus importants. Alors l'hyperglycémie va aussi augmenter les marqueurs de l'inflammation chronique et les radicaux libres, les ROS, qui provoquent un dysfonctionnement vasculaire, mais pas que, parce que ce stress oxydatif et cette inflammation, un couple un peu infernal au niveau d'ailleurs des maladies, va entraîner une résistance à l'insuline et une altération de la sécrétion d'insuline. Alors pourquoi traiter le prédiabète? Eh bien on l'a vu, le prédiabète, ce n'est pas rien, d'où l'importance de le prendre en charge le plus rapidement possible. C'est en effet un facteur de risque du diabète de type 2 avec toutes ses complications, micro, macrovasculaires, cardiovasculaires, etc. En première intention, il va falloir négocier avec le patient
le mode de vie qu'il a actuellement lors de l'apparition de son prédiabète. Négocier avec lui au niveau de son alimentation et de son activité physique. En deuxième intention, il y a la possibilité d'utiliser les médicaments comme les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase ou les biguanides ou les analogues du GLP-1 ou encore d'ailleurs d'autres médicaments qui ont tous montré une efficacité lors d'essais contrôlés randomisés. Enfin, on sait que la chirurgie bariatrique est un autre moyen de prévenir le diabète de type 2 chez des sujets atteints de prédiabète et d'obésité. Alors, quelles sont les recommandations de la European Society of Cardiology en 2019? Eh bien, réduire l'apport calorique pour permettre une baisse du surpoids ou la disparition de l'obésité. Une alimentation méditerranéenne basée sur des fruits, légumes, céréales, un petit peu de poisson, de l'huile d'olive, un petit peu de vin rouge. Assurer au moins une activité physique de 150 minutes modérée ou soutenue par semaine, ce qui peut correspondre à 30 minutes par jour, 5 jours sur 7. Sans oublier bien évidemment le sevrage tabagique s'il y a besoin. Alors maintenant, un regard sur les balances nutritionnelles à équilibrer pour une meilleure prise en charge du prédiabète. Eh bien, la première chose, c'est de travailler sur la balance énergétique. On va, par un régime hypocalorique, permettre de restaurer la normoglycémie. Et donc, il faut éviter toutes sortes de profits au niveau énergétique, contrôler les entrées, les réduire et augmenter les sorties, notamment, entre autres, par l'activité physique. Une perte de poids importante ramène toujours la sécrétion d'insuline à la normale. Même quand le prédiabète remonte à plusieurs années. Alors on parle de restriction énergétique, mais il y a aussi la restriction glucidique. Et la restriction glucidique, on s'aperçoit qu'elle est capable, comme la restriction calorique, d'améliorer la glycémie, mais également, dans certaines études, de permettre une perte de poids, comme la restriction calorique. D'où l'intérêt de combiner à la fois cette restriction énergétique avec une restriction glucidique. Un petit mot sur le jeûne intermittent, qui a son intérêt aussi, qui est plus facile que le jeûne strict, qui a les mêmes avantages sur la santé. Les repas doivent être pris sur 8 heures et on jeûne pendant 16 heures. On n'est pas obligé non plus de le faire tous les jours. La recherche a montré que le jeûne intermittent présentait des avantages pour de nombreux problèmes, comme l'obésité, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, les cancers et les troubles neurologiques. Pour le prédiabète, on a notamment 4 études chez des personnes ayant un syndrome métabolique, une étude chez des prédiabétiques et 8 études chez des diabétiques de type 2, où on a pu évaluer les effets de différents régimes de jeûne intermittent, et on a retrouvé une efficacité similaire par rapport au régime hypocalorique pour la perte de poids et l'amélioration de la glycémie. Ces études confirment en plus que le jeûne intermittent est efficace et sûr, tout en faisant attention aux patients atteints de diabète de type 2 qui sont traités par insuline ou sulfamide hypoglycémiant. Les effets bénéfiques sont liés à une commutation métabolique et à une résistance accrue au stress cellulaire, donc au stress oxydatif. La commutation métabolique, je vous rappelle que ça correspond à l'utilisation comme carburant
des acides gras et des corps cétoniques plutôt que du glucose. La balance maintenant potassium-sodium, on sait que une hypokaliémie va exposer les coronariens, les insuffisants cardiaques, les gens qui ont une hypertrophie ventriculaire gauche à une mortalité accrue. De plus, on sait maintenant que le déficit alimentaire en potassium est corrélé à l'intolérance au glucose, c'est-à-dire aux états prédiabétiques. Un moyen de le vérifier, c'est d'aller chercher la kaliurèse qui témoigne de la qualité de l'alimentation. Souvent, un faible taux traduit une insuffisance de fruits et légumes notamment. Les recherches sont, les essais cliniques, la recherche se trouve en bas de la diapositive. La balance acide-base aussi est importante. Et pour la quantifier, on utilise l'indice PRAL, qui en fait quantifie l'influence de 100 grammes d'un aliment sur l'équilibre acide-base. Et ce sont les minéraux qui sont contenus dans les aliments qui déterminent cette caractéristique. À savoir, par exemple, les légumes, qui combinent une forte teneur en calcium, magnésium, sodium et potassium, qui sont des minéraux alcalins, à une faible teneur en chlore, soufre et phosphore, qui sont des minéraux acides, eh bien, vont avoir un PRAL négatif, qu'on retrouve sur le diagramme. Les légumes et les fruits sont donc hyper importants dans l'alimentation pour avoir un bon équilibre plutôt basique. Là, sur cette diapositive, un certain nombre d'études montrant l'importance de cette balance sur la résistance à l'insuline et sur le risque d'apparition de diabète de type 2. La balance oméga 6, oméga 3 ou oméga 3, oméga 6 est aussi très importante. Là, j'ai pris une étude, mais il y en a d'autres, qui est une méta-analyse récente montrant que l'équilibre de cette balance, donc, et en particulier d'un apport suffisant en oméga 3, permet d'avoir un effet significatif sur la réduction de la glycémie à jeun et sur la résistance à l'insuline. Cette méta-analyse donc a démontré que la supplémentation en oméga 3 a des effets protecteurs sur les paramètres du diabète. On peut aller chercher d'ailleurs les acides gras au niveau de la membrane globulaire des érythrocytes, des globules rouges, pour savoir si cette balance est en équilibre. Il ne faut pas dépasser un oméga 3 pour 5 oméga 6. Donc, et l'idéal étant même d'aboutir à 1 pour 1. La balance oxydo-réduction, alors on connaît depuis longtemps d'ailleurs le rôle des radicaux libres dans la gestion des complications, notamment du diabète. Et la diminution de paramètres comme le statut antioxydant total ou la superoxyde dismutase érythrocytaire et l'augmentation des LDL oxydés, impliqués notamment dans l'athérosclérose, sont un signe d'alarme de complications graves qui peuvent apparaître à plus ou moins long terme. On retrouve notamment aussi souvent une diminution de l'alpha-tocophérol, donc la vitamine E, et du zinc. On a l'ORAC qui est là encore, va permettre de déterminer une échelle, un indice pour déterminer le pouvoir antioxydant des aliments que l'on mange. Un régime alimentaire tout venant apporte au maximum 2000 unités ORAC par jour, et souvent moins. Alors que l'objectif serait plutôt d'atteindre 3000 à 5000. Par exemple, si on passe de 5 fruits et légumes jour à 10 fruits et légumes jour, on augmente considérablement le total ORAC de la journée qui passe de 1670 à 3400 et le score antioxydant du plasma augmente de 14%.
Un petit mot aussi sur l'acide alpha-lipoïque que je prescris systématiquement dans le prédiabète, voire le diabète, connu comme étant l'antioxydant universel, du fait qu'il soit amphiphile, c'est-à-dire à la fois hydrosoluble et liposoluble, et permettant donc de neutraliser toutes sortes de types de radicaux libres, et en particulier sa capacité à recycler partiellement la vitamine E, la vitamine C et le glutathion dont on connaît bien le rôle dans le stress oxydatif. En plus, il a une efficacité sur la neuropathie diabétique, ce qui en fait une arme tout à fait intéressante. Dernière balance, la balance perméabilité-hyperperméabilité intestinale. La recherche a constaté qu'il existait une différence de perméabilité intestinale entre les individus qui ont un diabète de type 2 et ceux qui n'en ont pas. Les auteurs de cette étude suggèrent que la perméabilité intestinale pourrait même devenir un marqueur du risque de développement de diabète de type 2 chez les sujets ayant un syndrome métabolique. Alors, comment traiter cette hyperperméabilité? Eh bien, on peut utiliser des probiotiques, voire des symbiotiques, c'est-à-dire l'association de probiotiques et de prébiotiques. On peut utiliser aussi d'ailleurs la glutamine, on peut utiliser le colostrum bovin. Tout ça pour avoir un impact à la fois sur le poids, sur la résistance à l'insuline, sur le diabète de type 2 et sur l'hépatite stéatosique. Maintenant, on va parler des médicaments et de la complémentation nutritionnelle. On en a déjà vu un certain nombre, hein, notamment les oméga 3 qu'on peut utiliser. Alors la metformine, chacun sait que c'est l'antidiabétique de première intention, mais dans le cas du prédiabète, en fait, elle n'a pas mieux réduit ni retardé le risque de diabète de type 2 qu'un régime alimentaire et de l'exercice physique intensif. En monothérapie, on sait qu'elle diminue l'hémoglobine glyquée d'environ 1 à 1,5%, c'est le guide pratique du diabète, 6e édition. On a également la possibilité d'utiliser un glucagon-like peptide, un analogue, le liraglutide, qui a montré donc une efficacité à la fois pour réduire l'incidence du diabète, pour l'inverser, donc pour un retour en normoglycémie, avec une diminution moyenne d'1% persistante sur une durée de 3 ans, avec une perte de poids d'environ 2 kg par an. Mais, on va le voir, ce n'est peut-être pas la voie la plus rentable. En effet, la modification, là encore, du mode de vie, bien moins coûteuse, améliore non seulement ce risque de développer un diabète, mais également les autres composantes, par exemple, du syndrome métabolique, telles que l'hypertension et l'hyperlipidémie. La modification du mode de vie, donc, semble au moins être aussi efficace à 3 ans que le liraglutide, qui lui nécessite quand même des injections quotidiennes. Alors, il y a d'autres médicaments, je ne les ai pas tous développés, du fait du manque de temps. Pour finalement parler en dernier des inhibiteurs de l'alpha-glucosidase. Et le professeur Ousmane Ghani, dans son livre Les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase, candidat cliniquement prometteur pour la découverte de médicaments antidiabétiques, écrit: il y a nécessité de réexplorer, de développer de nouveaux inhibiteurs de l'alpha-glucosidase avec des effets secondaires minimes et une meilleure efficacité. Les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase ont un impact positif, notamment par le fait d'une inhibition du dernier stade de la digestion des sucres, entraînant une diminution de leur absorption et leur élimination dans les selles. Ils ont un effet sur l'hémoglobine glyquée de 0,5 à 0,8%, ils les abaissent l'hémoglobine glyquée. Ils ont par contre des effets secondaires très fréquents
rendant parfois l'adhésion impossible, comme des flatulences, des douleurs digestives, des diarrhées, liées à la stagnation et la fermentation des sucres non digérés dans l'intestin. Cependant, les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase, quand on peut les prendre, ont un impact positif sur la variabilité glycémique, dont le contrôle, on l'a vu, est essentiel, sur l'hyperglycémie postprandiale, sur l'hémoglobine glyquée, tout en retardant l'apparition du diabète de type 2, avec un impact positif sur les maladies cardiovasculaires, sans hypoglycémie et sans prise de poids. Alors le peptoudien est un complément alimentaire qui répond au moins à un des critères déjà du professeur Ousmane-Gani, à savoir que c'est un dipeptide alanine-proline ayant une action inhibiteur de l'alpha-glucosidase qui n'a pas d'effet secondaire. Ça, c'est l'effet fantastique du produit par rapport aux inhibiteurs de l'alpha-glucosidase classique et qui permet de baisser l'hémoglobine glyquée de 0,1%, donc une efficacité par contre moindre que les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase existants comme la carbose par exemple. Ce qui en fait un complément alimentaire parfaitement adapté pour le prédiabète, alors que si on veut l'utiliser dans le diabète, il va bien évidemment de type 2 falloir introduire d'autres médicaments pour répondre et prévenir les complications du diabète de type 2. Pour finir, je voudrais bien que vous reteniez surtout cette histoire de 5 fruits et légumes par jour, absolument fondamentale et pas assez suffisamment respectée par nos patients. On a vu l'importance pour l'équilibre acido-basique, pour le stress oxydatif, pour l'hypokaliémie, etc. Et l'importance d'un apport en oméga 3, de l'huile de colza par exemple, 2 cuillères à soupe par jour, et puis au moins une prise par semaine de poissons gras renfermant des oméga 3 comme les sardines. Je vous remercie et je vais répondre maintenant aux questions. Merci beaucoup, Marc. Ton intervention nous permet de mieux comprendre la physiopathologie du prédiabète ainsi que le rôle de la nutrition. Et en effet, pour ça, on a quelques questions. La première concerne la survenue du diabète. En combien d'années un prédiabétique peut espérer reculer cette survenue? Alors en fait, on peut, si on arrive à négocier correctement avec le patient sa modification de mode de vie, c'est-à-dire revoir les aliments qu'il apporte dans son assiette, et négocier aussi, dans le cadre d'une semaine, son activité physique, on arrive carrément, on l'a vu, à guérir le prédiabète. Et ce, quel que soit d'ailleurs le temps qu'il a passé en tant que prédiabétique. Mais chacun sait que il n'est pas facile de traiter les problèmes de surpoids et d'obésité. Tous les médecins ont des difficultés quotidiennement avec ce problème-là. Et si on n'arrive pas à obtenir cette baisse de poids, quand elle est nécessaire, eh bien évidemment, le prédiabète ne va pas guérir. D'accord. Donc on peut espérer d'empêcher totalement sa survenue si on maintient une bonne hygiène de vie. Tout à fait, tout à fait. Oui, il faut revoir à la fois l'alimentation et l'activité physique. Et par rapport aux prédiabétiques, lorsqu'on annonce le diagnostic, est-ce que ils vont réagir en s'activant au niveau de la prévention ou est-ce que pour eux c'est encore trop vague et pas assez concret à partir du moment où on parle de prédiabète et non pas de diabète? Alors là, c'est le rôle du médecin, toujours pareil, d'informer.
C'est très important d'informer le patient, de lui montrer que quand il est, dans le prédiabète, bah, s'il ne prend pas, le temps de comprendre, de réanalyser, ce qu'il mange et l'activité physique qu'il a, eh bien, on a de fortes chances d'aller vers, enfin, on va même aller vers un diabète de type 2. Donc, c'est vraiment un problème de communication et d'envie, on va dire, Mmh. du patient. Oui, et je suppose qu'on a aussi une intervention, des organisations de santé pour venir, alarmer et informer les gens sur ce Oui, bien ce sûr. système de prévention. Alors, on en parle de plus en plus, hein, du prédiabète, hein, dont il y a beaucoup d'études qui, sortent. On prend vraiment conscience de l'importance de cette phase, prédiabétique. Néanmoins, on manque encore d'un consensus, total sur les critères du prédiabète, puisqu'on a vu que, par exemple, on peut avoir, 1,10 g d'un côté, 1 g de l'autre, et cetera. Mais, le prédiabète, prend de plus en plus, une importance, maintenant au niveau médical. Oui, et donc c'est vrai que ça amène la dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, ce prédiabète est de mieux en mieux diagnostiqué ou est-ce qu'il n'y a pas vraiment eu d'évolution ces dernières années? Alors pour moi, il est quand même de mieux en mieux diagnostiqué, là encore du fait que, bah, la littérature médicale s'y intéresse, tout particulièrement et du coup, ben, les médecins sont de plus en plus, au courant de, de ce problème-là. Alors il est bien évident que c'est plus facile dans les populations occidentales que dans d'autres populations où on manque cruellement parfois d'effectifs, médicaux. Mais oui, en France, même si j'ai pas d'études, à partager, je pense que la prise en charge du prédiabète est maintenant de plus en plus, importante. Merci. Merci Marc, merci, pour ta présentation qui était très claire et qui nous donne en effet, une bonne vision de comment est-ce qu'on peut, prévenir ce diabète de type 2 et en effet potentiellement même, reculer, sa survenue, voire, l'empêcher. Je vous remercie à tous d'avoir assisté, à cet atelier et je vous souhaite, de très bons JFN. Merci également à Audrey et merci à tous les participants. Bonne, bon JFN.